En 2026, le narratif des marchés pourrait complètement basculer. Crise politique, économique, bulle de l'IA, les secteurs qui ont porté 2025 pourraient ne pas du tout être les mêmes en 2026. Déjà, on a l'IA qui est au cœur de tous les sujets et pourtant, Oracle, Broadcom, Adobe ont récemment publié des résultats corrects, mais pour autant se sont fait sanctionner en bourse. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur l'IA? Les investisseurs deviennent de plus en plus pessimistes sur l'IA. Elle ne créerait pas autant de valeur ajoutée pour les entreprises que ce que les montants astronomiques investis dedans devraient normalement engendrer. Donc le message est clair, juste de bons chiffres ne suffisent plus. Les investisseurs deviennent de plus en plus exigeants et ils commencent à douter du cœur du sujet. Non pas de l'IA en tant que technologie, mais de sa capacité réelle à créer de la valeur à la hauteur des montants investis. À cela s'ajoute une pression concurrentielle de plus en plus forte. Nvidia par exemple et AMD ne sont plus seuls. En Chine, on a Morfred, fondé par un ancien de Nvidia, qui vient d'entrer en bourse à Shanghai et qui attaque frontalement le marché, qui plus est en débauchant de plus en plus d'anciens justement de Nvidia qui rejoignent l'entreprise chinoise qui vient d'ailleurs de faire des annonces fracassantes avec ses futures puces qui amèneraient des gains massifs en IA et en gaming, rappelant une réalité simple, l'avantage technologique n'est jamais acquis. En plus de ça, on a des leaders IA qui ont des valorisations clairement élevées, mais heureusement pas au niveau des bulles historiques. Et heureusement aussi, une partie des valorisations est toujours soutenue par les bénéfices et par leur augmentation. Donc le vrai risque n'est pas que l'IA disparaisse, le risque c'est de surpayer, c'est de miser sur les mauvais acteurs, ceux qui brûlent du capital sans transformer la dépense en cash flow réel pour l'entreprise. Et dans le monde anglo-saxon, on parle de plus en plus avec une formule brutale, mais un peu juste, ROI or RIP, donc soit la boîte tech IA génère des retours concrets, soit c'est la mort pour elle. Et ce scepticisme, il est désormais massif puisque fin 2025, un sondage mondial de Deutsche Bank montrait que 57% des investisseurs considéraient l'éclatement d'une bulle IA tech comme le principal risque pour 2026, loin devant tous les autres scénarios. Donc le scénario le plus crédible, c'est pas un crack généralisé, mais plutôt une rotation violente. Les gagnants structurels pourraient tenir, tandis que les histoires d'IA sans rentabilité réelle pourraient être sévèrement sanctionnées. Autrement dit, l'IA peut encore très bien performer en 2026, mais elle peut aussi être l'un des plus gros foyers de déception pour les investisseurs qui seraient mal positionnés. Alors dans le même temps, on a d'autres secteurs qui pourraient prendre le relais et amener de la performance en 2026. Et d'ailleurs, pas forcément là où le consensus regarde aujourd'hui. Déjà, il y a de nouveaux cycles d'innovation qui commencent à prendre forme. La robotique, qui a déjà commencé il y a longtemps, mais on peut aussi parler de l'informatique quantique, qui pourrait changer d'échelle beaucoup plus vite que prévu. Un autre relais potentiel beaucoup plus concret, ça concerne l'énergie, l'électrification et les infrastructures de réseau. Et la raison, elle est simple, la demande électrique explose. Les data centers, et en particulier ceux dédiés à l'IA, deviennent extrêmement énergivores. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale liée au data center et à l'IA devrait connaître un énorme boom de consommation en 2026. Cela implique donc des investissements massifs dans la production d'énergie, dans la production d'électricité, dans les réseaux, dans le stockage, mais aussi dans l'optimisation énergétique. Parce que du coup, derrière tout le discours technologique, il y a un besoin physique, tangible, qui ne peut pas être dématérialisé. Enfin, une tendance aussi structurelle lourde qui se renforce, c'est la défense, la souveraineté, le réarmement industriel, en particulier en Europe, avec le contexte géopolitique qui a durablement changé. On a donc la dépendance stratégique qui n'est plus tolérée comme avant, et les États réorientent leur budget vers des capacités industrielles beaucoup plus locales, des technologies, des chaînes d'approvisionnement sécurisées. Et évidemment, de plus en plus d'acteurs l'identifie comme un thème d'investissement de long terme et on voit d'ailleurs de plus en plus de fonds d'investissement spécialisés sur le sujet qui se multiplient. Donc ce point est clé, ce n'est pas un simple thème tactique sur le premier trimestre 2026, ce n'est pas un trade opportuniste, défense, énergie, infrastructure, souveraineté industrielle, tout ça ce sont des cycles d'investissement très longs qui doivent être portés par des décisions politiques, budgétaires, stratégiques. En 2026, ces secteurs pourraient ne pas faire rêver autant que l'IA sur le plan narratif, mais il pourrait bien concentrer une partie des flux les plus durables. Et évidemment, autre élément majeur en 2026, en France, on est dans un véritable choc de confiance. Premièrement, les taux sont durablement plus élevés qu'avant 2022, ce qui a profondément changé les règles du jeu. L'ère de l'argent quasi gratuit est terminée, donc fini l'époque où n'importe quelle start-up pouvait se financer à 0%
sans modèle économique robuste. Fini aussi l'époque de tout le monde peut investir en immobilier facilement. Le coût du capital est redevenu une contrainte centrale. Cela pèse sur l'investissement, l'innovation, la croissance. Et dans le même temps, on a une énorme fragilité politique. Les finances publiques restent lourdement dégradées, les déficits persistent et le budget 2026 en est l'illustration parfaite. Les parlementaires ont été incapables de trouver un consensus sur un projet de loi finance qui n'a donc finalement pas été adopté en 2025. Le Premier ministre en a donc pris acte avec le recours à une loi spéciale qui n'a qu'un caractère temporaire, c'est qu'une rustine pour continuer à collecter les impôts et assurer le fonctionnement du pays. Donc cette instabilité, elle est évidemment pas passée inaperçue. Les agences de notation sur notre capacité à rembourser notre dette accentuent clairement la pression. On a l'agence Moody's qui a maintenu la note de la France, mais avec une perspective négative, ce qui est un signal d'alerte explicite. Résultat concret, la France se finance aujourd'hui plus cher que des pays de l'Est, longtemps perçus comme beaucoup plus risqués, se finance plus cher que aussi le Portugal, l'Italie ou l'Espagne. C'est un marqueur fort de la dégradation de la crédibilité budgétaire en France. Sur le plan fiscal et social, on a quand même eu la loi de financement de la sécurité sociale qui a bel et bien été définitivement adoptée et ses effets par contre seront pleinement visibles en 2026. Donc on a bien ce relèvement de la CSG, la hausse de la flat tax, la suspension de la réforme des retraites qui donc sont bien actées. Autrement dit, la pression fiscale augmente, les dépenses restent élevées et bien les réformes structurelles profondes sont encore une fois repoussées à plus tard. Et à 1 an de l'élection présidentielle, eh bien ce cocktail nourrit forcément l'incertitude, freine l'investissement, alimente un climat de défiance. Alors, moralité, quand on se demande comment bien investir en 2026 ou investir en 2026, eh bien on peut faire toute cette analyse économique, structurelle, politique que je viens de vous faire. Sauf que j'oublie quelque chose, le plus important, la chose la plus importante de toutes, le plus grand risque, le risque majeur, c'est celui que personne ne voit venir, à savoir l'imprévisible. Nous sommes peut-être parfois très doués pour prédire l'avenir, mais jamais l'inattendu. Et pourtant, c'est justement la seule chose qui compte. Je m'explique. Ce qu'on ne voit pas venir, on ne s'y prépare pas. Et donc, c'est là où les dégâts peuvent être considérables. Regardez ne serait-ce que l'histoire récente. Le 11 septembre 2001, le Covid-19, la guerre en Ukraine. Ces événements ont changé la face du monde, ont bouleversé les marchés financiers. Et pourtant, aucun n'a été anticipé. Ils nous ont tous pris par surprise. Un autre exemple. Chaque année, la très sérieuse revue Vie économiste publie ses prévisions attendues par des millions de personnes. En janvier 2020, pas un mot sur le Covid. 3 mois plus tard, on était tous confinés. En janvier 2022, pas un mot sur une possible guerre en Europe. 2 mois plus tard, l'Europe était sous le choc. C'est pas un reproche contre Vie économiste, c'est la preuve que les événements qui changent le monde ne sont jamais dans les prévisions. Même en 1929, lors de la plus grande crise économique de l'histoire, marquant le début de la Grande Dépression qui a complètement bouleversé le monde, le célèbre économiste Fisher affirmait que les cours boursiers ont atteint un niveau élevé qui est maintenant devenu permanent. Quelques jours plus tard, le terrible krach boursier de 1929 arrivait. Les opportunités en bourse en 2026 ne sont pas là où on l'imagine. Le risque non plus. Le risque, c'est ce qu'il reste une fois qu'on a pensé à tout. Et donc la pire menace, celle qui bouleversera vos investissements dans les mois, dans les années à venir, est probablement un sujet dont personne ne parle aujourd'hui. Alors comment faire? Comme le disait Nassim Nicolas Taleb, il faut être dans la préparation et non dans la prévision. La bourse a traversé des guerres, des crises pétrolières, des krachs, des pandémies, des faillites bancaires. Et malgré tout, elle a toujours fini par monter sur le long terme. L'imprévisible, c'est une certitude. Et le seul vrai moyen de s'en protéger, c'est d'être prêt à l'encaisser sans paniquer. Ce qu'il faut anticiper, c'est pas donc le prochain événement, le prochain secteur, la prochaine entreprise, mais c'est plutôt notre capacité à y résister sans paniquer. Donc il y a 3 leviers majeurs à activer absolument en 2026. Premier pilier, la diversification, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que en étant très largement diversifié, en ratissant large, vous aurez forcément en portefeuille les futures pépites de l'IA, de l'énergie ou de la défense. Encore mieux, vous serez exposé à l'économie mondiale et pas seulement à l'économie française qui pourrait souffrir en 2026. Deuxième pilier, le temps. Plus l'horizon d'investissement est long, plus les imprévus s'aplanissent et ne se ressentent même plus sur le portefeuille. Sur 1 an, le marché boursier est un casino. Sur 20 ans, c'est une machine à enrichir les patients au détriment des impatients, comme disait Warren Buffett. Troisième pilier, le comportement. C'est le plus dur, mais c'est le plus important. Restez rigoureux, patient, discipliné.
N'écoutez pas le bruit des médias, de ceux qui vous alertent d'un krach financier à venir. On entend ça tous les ans. Ne cherchez pas à avoir raison sur le court terme, mais plutôt à tenir sur le long terme. Donc ce qu'il ne faut pas faire en 2026, c'est essayer de prédire l'avenir. Il faut au contraire bâtir un portefeuille et une psychologie capable d'encaisser n'importe quel futur. Regardez simplement ce qui s'est passé l'an dernier, fin 2024, c'était la cacophonie. D'un côté, Barry Bannister de Stifel prédisait la chute des marchés. De l'autre, on avait Goldman Sachs et JP Morgan qui annonçaient l'euphorie. Il y avait 20% d'écart entre les prévisions de ces experts des marchés. La réalité de 2025, le marché a ignoré les deux camps pour suivre sa propre route. Donc la conclusion, elle est sans appel. Ceux qui ont essayé de prédire le marché en écoutant les analystes ont perdu de l'argent. Essayez de deviner l'avenir, c'est jouer votre retraite, votre avenir financier, vos investissements à pile ou face. Vous comprenez donc que ce qui compte pour 2026 n'est absolument pas d'essayer de prédire les futures pépites, secteurs ou mouvements de marché. C'est complètement vain d'écouter même les soi-disant meilleurs analystes sur le sujet, car ils n'y arriveront pas. Sinon, ces derniers seraient déjà tous multimillionnaires à faire de formidables coups en bourse. Ce qui compte, c'est d'avoir un plan solide et prouvé. Comment construire une stratégie qui ne dépend pas de la chance en 2026? Eh bien, il y a une méthode qu'on pourrait représenter dans une pyramide qui tient en 5 étages. On va voir ensemble les 5 étages à bâtir dans l'ordre, des fondations au sommet. Étage 1, l'épargne de sécurité. Donc c'est le socle de votre patrimoine, votre matelas de sécurité, l'argent dont vous pouvez avoir besoin rapidement dans quelques semaines, dans 6 mois ou l'an prochain. Ici, l'objectif, c'est pas de devenir riche. L'objectif, c'est de ne pas devenir pauvre en évitant la catastrophe financière en cas de coup dur avec de l'argent donc qu'on aurait immédiatement disponible. Mais attention, disponible ne veut pas dire improductif et en la matière, tous les produits ne se valent pas en 2026. On a le livret A, le LDDS, le LEP, plus rémunérateur si vous y avez droit. Autre alternative souvent plus efficace, un très bon fonds euro capable de servir en 2026 entre 3 et 4,5% pour les meilleurs contrats, soit jusqu'à 3 fois le rendement d'un livret A et pourtant aussi à capital garanti. En revanche, il faut fuir les faux bons plans comme les livrets boostés qui sont plutôt de la poudre aux yeux puisque le rendement s'effondre une fois le boost des 2 ou 3 premiers mois terminés et une fois surtout la fiscalité payée. Pareil pour les comptes à terme qui ne rapportent quasi rien aujourd'hui et qui sont également fiscalisés. Donc 1,8% facialement donne en réalité moins de 1,3% par an net d'impôts. Attention pour l'épargne de sécurité de ne pas garder trop de liquidités peu productives. Le reste de votre argent doit travailler avec les étages supérieurs qu'on va parler ensuite pour vraiment commencer à construire votre patrimoine. Étage 2, optimisation et structuration patrimoniale. Une fois les bases posées, il faut optimiser votre patrimoine sur un point que beaucoup négligent totalement, son ingénierie. Avant de parler rendement, investissement, performance, il faut parler structure patrimoniale, fiscalité, transmission, protection des proches, choix des enveloppes, assurance. Concrètement, ça passe par des décisions très précises, la défiscalisation intelligente, pas les fausses bonnes idées de carottes fiscales comme le Pinel ou le Malraux, la protection du conjoint des enfants, le choix de vos assurances vie, le choix des clauses bénéficiaires, le choix des bonnes enveloppes fiscales adaptées à votre situation, pas à la mode du moment. Si vous êtes chef d'entreprise, il y a plein de questions, mais notamment la question de la rémunération du dirigeant qui est centrale, la question aussi de placement de votre trésorerie. Si vous êtes marié, le contrat de mariage peut avoir un impact patrimonial bien plus important que n'importe quel placement financier. Si vous êtes propriétaire, vous laissez sûrement sur la table des milliers d'euros à payer votre assurance emprunteur trop cher à la banque. C'est des dizaines de leviers très puissants, souvent invisibles, et pourtant sans eux, c'est peut-être des catastrophes juridiques, familiales, financières. Donc il faut vraiment bien les mettre en place. Ils peuvent vous protéger tout en augmentant mécaniquement votre patrimoine sans prendre plus de risques ni chercher des performances irréalistes. Donc cet étage est de loin le plus sous-estimé. Beaucoup veulent investir trop tôt alors que leur structure patrimoniale est bancale. Eh bien, donc faites-vous accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine si nécessaire ou formez-vous sérieusement sur le sujet. C'est très important. Une bonne ingénierie patrimoniale, ça ne fait pas rêver sur le papier, mais ça fait toute la différence sur le long terme. Étage 3, le portefeuille défensif rendement. Quand il s'agit d'investir, très peu de personnes peuvent réellement se permettre d'être exposées à 100% en bourse par exemple, même si historiquement c'est un des placements les plus performants. Premièrement, parce que c'est un placement de long terme avec un horizon d'au moins 10 ans. Tout le monde n'a pas cet horizon de placement. Deuxièmement, parce qu'il ne génère pas de revenus immédiats. Et puis dernièrement, parce que sa volatilité est psychologiquement très difficile à supporter. Avec 150 000 euros investis intégralement en actions,
La plupart des investisseurs paniqueraient au premier krach boursier. Justement, l'objectif de cet étage portefeuille défensif rendement, produire des revenus réguliers à partir de votre capital tout en maîtrisant le risque. Et en 2026, on a les SCPI qui occupent une place centrale dans cette logique. Elles permettent d'investir dans l'immobilier sans aucune gestion de votre part. Et en 2026, on a un cycle immobilier qui joue en faveur de l'investisseur parce que après plusieurs années donc de hausse de taux, le marché immobilier a bien corrigé, surtout dans certains pays européens. Les prix se sont ajustés. Les acteurs les plus solides achètent aujourd'hui des immeubles avec des niveaux de rendement très élevés dans de bien meilleures conditions qu'il y a 5 ans. Les SCPI peuvent vraiment offrir un couple rendement-visibilité rare, des revenus réguliers tous les mois et un potentiel de revalorisation à moyen terme lorsque le cycle se normalisera. Mais toutes les SCPI ne se valent pas. Il faut vraiment privilégier les SCPI agiles, largement diversifiés dans toute l'Europe, qui achètent aujourd'hui des actifs à prix décoté sans traîner les casseroles du passé. Et ces SCPI peuvent viser des rendements de l'ordre de 7% par an, avec en plus ce potentiel de revalorisation des parts. Pro tip, il est possible d'investir en SCPI à crédit et surtout faire un très bon montage fiscal côté SCPI parce que la fiscalité peut être d'un côté très clémente, mais si c'est mal fait, très punitive. Concernant maintenant l'immobilier physique, lui, en 2026, ça reste un actif rassurant sur le papier, mais il est devenu beaucoup plus exigeant pour les investisseurs. Déjà, on a la hausse des taux qui a considérablement augmenté le coût du financement et il faut aujourd'hui, en moyenne, 12 ans et 3 mois pour rentabiliser l'achat de sa résidence principale par rapport à la location. Et dans les villes comme Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux ou encore Angers, c'est plus de 20 ans. À ça, il faut ajouter une fiscalité qui a explosé, la taxe foncière a explosé, les politiques sont en train de détricoter peu à peu le LMNP, on a de plus en plus de contraintes de location, notamment dans les grandes villes, et pourtant on a toujours des risques locatifs bien réels, une gestion évidemment chronophage, et des immeubles qui, par exemple à Toulouse, sont assez anciens, ont pas mal de problèmes, et même parfois s'effondrent. Donc ça peut vraiment être une grosse source de charge mentale et ça peut vraiment demander beaucoup de temps, beaucoup de week-ends. Parce que quand on écoute un petit peu sur Internet, on a l'impression que l'immobilier c'est facile et que c'est automatiquement une bonne chose d'investir en immobilier. L'immobilier physique n'est plus un investissement automatiquement sûr. Il peut rester pertinent pour des profils très impliqués, bien formés sur le sujet. On peut aller chercher de très gros rendements quand c'est très bien fait. Ça, c'est indéniable. Mais il est de plus en plus un actif de spécialiste et non une solution universelle. Autre brique essentielle de l'étage portefeuille défensif rendement, la dette privée. La dette privée en 2026, ça répond vraiment à un besoin structurel du marché, avec des banques qui sont de plus en plus prudentes, des conditions de crédit toujours contraignantes. Eh bien, il y a de nombreuses entreprises, pourtant très solides, qui se financent désormais en dehors du circuit bancaire traditionnel. Et donc, en investissant vous en dette privée, ça vous permet de vous positionner de l'autre côté du bilan, donc non pas comme actionnaire exposé le plus fortement au risque, mais comme prêteur rémunéré à ces entreprises. Et ça offre une très bonne visibilité sur les flux, des rendements réguliers, une protection renforcée en tant que créancier. Évidemment, c'est pas sans risque. Investir comporte des risques, mais en 2026, ça peut être l'un des segments les plus pertinents pour une approche défensive orientée à rendement en visant autour de 7% par an, tout en prêtant à des entreprises solides. Je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total sur votre argent. Mais S'investir, c'est aussi le programme LBD de formation pour apprendre et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 € à investir avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Vous trouverez les liens en description si vous souhaitez jeter un œil. Et chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir, mais surtout pour ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Et maintenant, un autre étage indispensable aussi pour faire croître votre patrimoine sur la durée. Il faut maintenant passer donc à l'étage suivant, celui de la croissance long terme. Étage 4, portefeuille offensif performance. C'est ici que votre patrimoine se transforme vraiment et que vous allez maximiser votre enrichissement sur la durée. Cet argent n'a pas vocation à être utilisé avant 10 ans parce que l'objectif il est clair, faire croître le capital grâce aux intérêts composés et sur le long terme. Et là, un actif domine tous les autres, les actions en bourse. Depuis plus de 2 siècles d'histoire, les actions ont délivré un rendement réel
de 7,1% par an, inflation déduite, doublant en moyenne votre capital investi tous les 10 ans. Le prix à payer est connu, la volatilité, les montagnes russes sur les marchés financiers. À court terme, ça peut monter et ça peut baisser très fort. À long terme, par contre, la tendance, elle est implacable. Et bonne nouvelle, la stratégie la plus efficace pour investir en bourse, la plus performante et aussi la plus simple. Investir de manière très largement diversifié en achetant des ETF. Vous investissez d'un seul coup dans des milliers d'entreprises réparties sur toutes les grandes économies. Vous êtes ainsi sûr d'avoir en portefeuille les pépites de l'IA, de la robotique, de l'informatique quantique, de l'énergie, de la défense, parce que vous possédez une partie de toutes les actions cotées en bourse. Et le plus fort dans tout ça, c'est que vos ETF s'auto-nettoient et tout ça automatiquement pour vous sans que vous n'ayez rien à gérer. Les mauvaises sociétés seront automatiquement sorties au profit des nouvelles sociétés en pleine expansion. C'est ce qui fait la performance des ETF. Donc la question n'est pas faut-il investir en bourse en 2026 ? La question c'est comment investir en bourse le plus tôt possible parce que c'est jamais une question de timing. Personne n'est Madame Irma. Personne ne peut prédire le meilleur moment pour rentrer en bourse. Mais une chose est sûre, en bourse, ce qui compte, c'est le temps passé investi. Plus vous commencez tôt, plus les intérêts composés travaillent longtemps pour vous. Donc l'important est de commencer le plus tôt possible. Attention, évidemment, on peut faire beaucoup d'erreurs en bourse. Il faut bien comprendre les risques avant de vous lancer. Il faut commencer le plus tôt, mais en étant bien formé, bien éduqué sur le sujet. Donc formez-vous, c'est très important pour ne pas faire n'importe quoi avec votre argent. À côté de la bourse, on a aussi le non-coté, avec le private equity. Clairement, sa place aussi en 2026. Le private equity, ça permet d'investir dans des entreprises hors marché financier. Donc ça peut être des PME, des moyennes entreprises, des très grosses même entreprises, mais qui ne sont pas cotées en bourse. Et ici, vous allez chercher la classe d'actifs la plus performante historiquement, même supérieure à la bourse, sur 10 ans, 12,4% par an, quand la bourse en France avec le CAC 40 faisait 8,9% par an sur la même période. Attention, tout investissement comporte des risques et ici, vous acceptez notamment le risque d'illiquidité. Votre argent est bloqué pendant 10 ans. Attention par contre à ne pas confondre private equity, investir dans des sociétés qui parfois peuvent être déjà très rentables, très grosses, très solides, et investir dans des startups, investir donc dans des idées risquées. Les startups, c'est un segment du private equity, mais investir dans le private equity, c'est pas que les startups. On peut aussi investir dans du LBO, du growth, etc. Et les startups, on a une très jolie histoire autour des startups parce qu'on va vous raconter que vous allez pouvoir investir dans les futures pépites, dans les futurs Amazon, les futurs Apple, de l'IA, etc. C'est vraiment du storytelling. Il peut y avoir beaucoup de bullshit, malheureusement, autour de tout ça parce que c'est extrêmement risqué. Ça, on vous le dira jamais. Et c'est extrêmement peu probable de réussir à miser sur le bon cheval. On sait que plus de 90% des startups se cassent la figure à horizon 5 ans. Et donc, mon conseil en 2026, méfiez-vous comme de la peste des fameux clubs d'investissement très à la mode en ce moment qui vous promettent d'investir dans les futures licornes, mais surtout qui vont vous facturer des frais tellement énormes que je ne comprends pas comment ça peut exister. Il suffit de faire le calcul. Si on vous demande un abonnement de 1 500 € par an pour avoir le droit d'investir 10 000 €, ça signifie qu'on vous prend 15% de frais chaque année. 15% de pertes immédiatement chaque année. L'immense majorité des gens qui vont dans ces clubs vont forcément perdre de l'argent. Le vrai private equity, ça se fait via des fonds professionnels, pas via des abonnements VIP. Et encore, je vous ai parlé que des frais d'abonnement. Il y a d'autres frais en plus dans ces clubs. Étage numéro 5, le portefeuille satellite. Enfin, c'est le sommet de la pyramide. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, la poche bonus, celle qui peut améliorer un portefeuille ou le détruire complètement si elle est mal utilisée. La règle absolue, jamais plus de 25% de son patrimoine dans cet étage. Au-delà, c'est plus une diversification, c'est une prise de risque inconsidérée. Et là, on peut parler par exemple, premier actif, l'or, souvent considéré à tort comme un actif bon père de famille. L'or en réalité est un actif bien plus volatile, même plus volatile que les indices boursiers. Et surtout, c'est un actif de crise qui brille quand tout le reste vacille. 2025 en est l'exemple parfait, plus 65% en dollars, avec un record historique à plus de 4 400 $ l'once sur la fin de l'année. Pourquoi ? Crise géopolitique, tension commerciale, achat massif de la part des banques centrales. Mais attention au piège, l'or ne produit pas intrinsèquement de valeur. L'or ne sert pas à s'enrichir, ne produit rien, ne verse aucun revenu contrairement aux actions. C'est donc une assurance, c'est pas un moteur. C'est un actif de décorrélation, un parachute qui peut avoir sa place, mais la réalité historique sur près d'un siècle
de 1928 à 2023, eh bien on voit que l'or a affiché 4,92% par an de performance. Si on enlève l'inflation, ça fait que 1,82% par an. Et si on remonte même sur 200 ans, son rendement net d'inflation tombe à 0,8% par an. Donc avoir plus de 5% d'or dans un portefeuille long terme offensif n'a aucun sens. Autre actif qu'on pourrait évoquer est les cryptoactifs, un actif ultra volatile, à fort potentiel, mais à très haut risque. Ici, vraiment, il faut être discipliné, il faut investir avec bon sens et surtout, il faut avoir du Bitcoin. Les autres cryptos sont vraiment un pari beaucoup plus spéculatif avec une certaine asymétrie de risque. Le Bitcoin, c'est le standard, l'or numérique. Donc, ça doit représenter la majorité de votre portefeuille crypto. En 2026, je vous mets aussi en garde contre tous les placements exotiques aux belles histoires, mais réservés vraiment en réalité à une poignée de fins connaisseurs. Les vins, les montres, les cartes Pokémon, les voitures de collection, l'art, le discours autour de ces actifs est très souvent enjolivé. J'ai entendu récemment que l'art aurait fait mieux que la bourse sur les 20 dernières années. Je me suis penché sur ces chiffres et cette allégation. En fait, la comparaison avait été faite en prenant les œuvres d'art les plus recherchées aujourd'hui. Donc c'est un biais rétrospectif évident. C'est exactement comme dire que le loto surperforme la bourse à condition de pouvoir jouer la veille en connaissant les bons numéros sortis le lendemain. Il y a 20 ans, personne ne savait que ces tableaux seraient les plus recherchés aujourd'hui et donc personne n'aurait pu avoir une telle performance dans l'art. Donc ces actifs peuvent avoir du sens pour des experts de chaque marché, mais pour l'immense majorité des gens en 2026, ça relève surtout du storytelling et absolument pas d'une stratégie patrimoniale sérieuse. Donc 2026 ne sera pas l'année de ceux qui prédisent l'avenir, mais celle de ceux qui s'y préparent. Cessez de chasser le coup magique, les placements miracles et les prédictions d'experts sont des bruits de fond. Ce qui compte, c'est la solidité de votre plan, pas la précision de votre boule de cristal. Chaque euro doit avoir une mission. Ne mettez pas un centime sur un actif sans savoir à quel étage de votre pyramide il appartient. Restez fidèle à votre profil. N'investissez pas comme votre voisin ou comme un investisseur à Dubaï sur TikTok. Votre horizon de temps, votre tolérance au risque, votre fiscalité peuvent être complètement différentes. Au passage, si vous voulez vous former, éviter les erreurs coûteuses, vous générer des revenus passifs, faire travailler votre argent sérieusement, même en partant de zéro et sans connaissance aujourd'hui, j'ai créé une formation offerte sur le sujet. Cliquez sur le premier lien en description pour y accéder. Et si vous cherchez plutôt un accompagnement sur mesure pour optimiser votre fiscalité, vos placements, accéder aux meilleures solutions du marché, que ce soit en private equity, en SCPI, en dette privée et surtout déléguer le pilotage de votre patrimoine à des experts, vous pouvez réserver un appel avec mon équipe du cabinet S'Investir Conseil pour que nous analysions ensemble votre situation. Le lien pour prendre rendez-vous est en description. C'était Mathieu de S'Investir. Prenez soin de vous et surtout investissez intelligemment en 2026. Très bonne année et à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous allez adorer mon guide complet pour bien investir dans les ETF. Cliquez ici pour le regarder.